François Langlais, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. éditorialiste économique sur France 2 et RTL et vous publiez Tordez le cou aux idées reçues chez Stock. Alors, vous énumérez un florilège d'idées reçues. Les robots détruisent les emplois, l'euro a fait grimper les prix, l'immobilier, un placement sans risque. Tout d'abord, François Langlais, d'où viennent-elles ces idées reçues et surtout pourquoi persistent-elles ? Le discours économique est truffé d'idées reçues, d'idées toutes faites, qu'on considère comme vraies. Et je pense que c'est lié au fait qu'à la prévalence de l'idéologie pour expliquer à la fois le fonctionnement des choses économiques et puis surtout pour définir des politiques économiques, après avoir défini les buts qu'on se donne. Alors il y a un discours libéral, il y a un discours keynésien, un discours de gauche, les deux s'affrontent. Et des deux côtés, il y a des éléments qu'on considère comme intangibles, comme des lois de l'économie, qui en fait, quand on regarde de près, sont beaucoup plus fragiles Mais il n'y a qu'on pas de imagine. vérité en économie ? Il n'y a pas de choses intangibles qui font que A plus B égale C Si vous avez des choses qui sont fondamentales, qui sont probablement les plus importantes, en général, le plus important, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Mais je dirais, ça c'est ma lecture, j'entends Il y a des que- modes. Il y a évidemment des modes. Et au fond, pour arriver aux choses les plus importantes de l'économie, il faut aller vers les sciences humaines, c'est-à-dire vers la psychologie collective, vers la sociologie, évidemment vers la politique. La question clé, c'est la répartition des richesses. Je veux dire, c'est donc à partir du moment où vous définissez un critère de répartition de richesses, de là découle tout un tas de mesures et de préconisations, mais tout dépend de vos orientations politiques. Et là, d'ailleurs, vous dites on est un peu à une césure en ce moment. Ces dernières années, c'était l'influence très C'est libérale, vrai. ça a profité aux actionnaires. Et vous sentez le balancier va revenir vers les salariés ? Je pense. Alors, on peut effectivement faire le couple actionnaire-salarié, mais on a aussi ce qui se passe sur les frontières. Pendant les 30 ou 40 années de libéralisme, on a arasé les frontières. On a abaissé les limitations, les réglementations. Aujourd'hui, le mouvement est reviennent. complètement inverse. On est en train de cloisonner l'espace économique mondial pour des tas de raisons qui n'ont pas d'ailleurs fondamentalement, ça n'est pas une raison économique, je crois, c'est le besoin de protection. Pendant 30 ans ou 40 ans, c'était le désir de liberté qui prévalait et qui finalement s'est transmis à l'économie parce que l'économie obéit toujours à la société comme elle obéit à son maître. Et aujourd'hui, c'est le besoin de protection qui prévaut et l'économie va lui obéir. Alors justement, il y a des tas d'idées reçues qui concernent des dossiers chauds du moment. Par exemple, en ce moment, on est en train d'ouvrir le rail à la concurrence, donc on aura le choix entre l'opérateur privé ou un opérateur public. Alors il y a une idée reçue que vous citez, vous dites « l'État gère mieux que le secteur privé ». On peut affirmer des choses là sur État public ou privé en matière de gestion ? En fait, non, ce qui m'intéressait là-dedans, si vous voulez, c'est qu'on dit toujours l'État gère avec le souci du long terme, Voilà. contrairement au privé. C'est pas vrai. Parce qu'à la tête de l'État, il y a des politiques qui, eux, pensent d'abord à leur réélection. Pas d'abord, enfin aussi à leur réélection. Un exemple récent, c'était l'achat de TGV par la SNCF qui a été décidé par le gouvernement pour sauver Alstom à Belfort. Décision de court terme. La SNCF n'avait pas besoin de ces TGV. Et d'ailleurs, c'est probablement ce type de décision qui explique en partie la dette abyssale qu'elle a accumulée depuis une quinzaine d'années. Donc on voit bien que finalement le vrai problème dans le privé... Ce n'est pas le privé qui est court-termiste et l'État qui voit une vision à long terme. C'est faux que de dire ça. En tout cas, c'est caricatural. C'est caricatural. Le vrai problème, c'est-à-dire pour avoir justement une bonne gestion, qu'on soit dans le privé ou dans le public, c'est d'avoir des contre-pouvoirs. C'est la solution. Parce que ce sont des gens, soit les salariés, soit des administrateurs indépendants, qui vous disent « mais attention, pourquoi tu fais ça ? Au fond, quel est ton intérêt ? Quel est l'intérêt de long terme de la société ?» Et c'est cette dialectique qu'il faut construire, à la fois dans le privé et dans le public. Alors, la mode est au libéralisme, en France en tous les cas, à la flexibilisation du marché du travail. Il y a eu les lois El Khomri, il y a eu les lois travail. Et alors là, vous nous dites, mais assouplir le marché du travail, ça crée de l'emploi, ça aussi, c'est une idée reçue, c'est pas forcément vrai. Alors j'ai envie de vous dire, là on vient d'avoir les chiffres de l'emploi, ils sont excellents là, 2 400 000 promesses d'embauche cette année. Or, on a flexibilisé le marché du travail, on a envie de faire un lien de cause à effet. En fait, je pense que ça serait imprudent de faire un lien direct parce que cette flexibilisation du marché du travail, elle est très récente. Le temps que ça pénètre les esprits et les habitudes de recrutement, il faut au moins 18 mois. Mais on nous a expliqué que si les patrons savaient qu'ils pouvaient renvoyer les gens, alors ils n'auront pas peur d'embaucher. Je pense qu'il y a un facteur qui joue, c'est la confiance. C'est très impalpable. Et au fond, ça ne se décrète pas par décret, précisément, ou par loi. Donc, en ce sens-là, le fait d'avoir fait un dispositif qui correspond ou qui répond aux préoccupations des entreprises, probablement aide l'embauche. Ouais. Mais vous regardez les grandes réformes qui ont été faites, par exemple les réformes Hartz en Allemagne, qu'on cite toujours, on voit que probablement, elles ont joué à la marge, mais que le vrai déterminant, c'est le redémarrage de la croissance en Allemagne à partir de 2003-2004. C'est probablement la constitution du marché intérieur allemand
constitué de deux moitiés après la réunification, et que ces éléments-là ont joué, alors dans une proportion qu'il est difficile de définir de façon stricte, mais ils ont joué au moins autant. Regardez ce qui s'est passé avec la réforme de Renzi aussi, qu'on a cité, qu'on a cité comme modèle, hein, réforme qui date de 2015, si ma mémoire est bonne. Bon, on a eu effectivement en apparence des emplois créés, mais il y a eu beaucoup de substitutions. Le solde net était beaucoup plus maigrelet qu'on l'a dit. C'est plus le carnet de commandes, c'est plus la croissance qui crée de c'est l'emploi que la tambouille interne en entreprise et le marché du travail. Ne soyons pas idéologues nous-mêmes, il faut les deux. C'est-à-dire il faut que les chefs d'entreprise aient confiance, en ce sens-là qu'ils estiment que le cadre réglementaire leur permet de faire des affaires, et qu'ils aient des carnets de commandes remplis, ça c'est sûr. Alors, toujours en matière de marché du travail, on sait que de plus en plus les jeunes, notamment, on leur demande d'être auto-entrepreneurs. On voit que les taxis avant étaient salariés, maintenant ils sont à leur compte, etc. Vous dites non. Alors attendez, c'est quoi cette idée reçue ? C'est ça n'est pas la fin du salariat. Là encore, c'est une idée reçue. C'est vrai. En fait, quand on regarde l'évolution de l'emploi sur longue période, on voit qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus d'indépendants qu'aujourd'hui. Ah bon ? Mais beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on dit que les chauffeurs de taxi, les livreurs sont indépendants, Oui. la livreur Deliveroo. En fait, d'abord, il y a 50 ans, vous aviez beaucoup plus d'agriculteurs qui étaient indépendants, et vous aviez beaucoup plus de petits commerçants qui étaient indépendants. Donc, si vous faites le solde 50 ans plus tard, vous voyez que le salariat a rarement été aussi élevé qu'aujourd'hui. En réalité, le point haut, c'est 2001. En 2001, la France n'a jamais eu autant de salariés. En réalité, la salarisation progressive de l'économie, c'est l'œuvre des 30 Glorieuses. Mais auparavant, on était dans des systèmes beaucoup plus, indépendants. Tout à fait. Alors pourquoi là, il y a un regain des salariés, de l'auto-entrepreneuriat en ce moment ? Quand on regarde de près la ventilation par secteur, on voit que le regain que vous observez, il se produit exclusivement dans les services. Et que ça concerne 600 à 700 000 personnes de plus que 2001. Donc c'est pas rien. Mais en même temps, ça n'est pas non plus une transformation complète. Ça concerne les emplois très qualifiés, profession libérale. Donc les avocats, etc. C'est ça. Et puis certains secteurs comme les taxis, etc. Mais au-delà... Mais c'est pas un progrès quand même, parce qu'on sait qu'on n'a pas de vacances, on n'a pas de chômage quand on est à son compte. Tout dépend du style de vie que vous voulez. Un avocat, vous ne le salariez pas. Il ne voudra pas être salarié. Et un chauffeur de taxi évidemment. Et d'ailleurs, Uber, c'est pas... Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des confrontations dans les tribunaux disent attendez, dans la mesure où vous avez un seul client, en réalité, vous devriez être qualifié en salarié. Alors, on parlait tout à l'heure de la marche du monde et des frontières qui se sont abaissées ces dernières années. On sait qu'il y a un conflit entre Trump et l'Amérique, Trump qui veut remettre des frontières parce qu'il a peur de cette Chine conquérante. Mais alors, vous nous dites, et vous pourriez le dire à Donald Trump, mais c'est faux de penser que la Chine va nous dévorer. Vous la remettez à sa place, la Chine ? Oui. Alors, nul doute qu'elle ne... Je pense que Trump, alors on peut critiquer sa méthode, il y a de quoi, mais sur le constat que la Chine est déloyale, il y a quand même des choses qui sont tout à fait justes là-dedans, notamment dans l'affaire de la propriété industrielle. Mais sur le long terme, on imagine toujours une Chine qui va continuer à croître à 8 ou 10%. À racheter nos entreprises. Voilà. Alors ça, pour le coup, je pense que là aussi, il faut se méfier, parce qu'elle le fait en matière de technologie, il faut être vigilant là-dessus. Mais si vous voulez, le déterminant principal de la croissance chinoise, c'est quoi ? C'est le transport de centaines de millions de paysans dans les villes pour alimenter l'extraordinaire machine à exporter qu'a été la Chine depuis 30 ans. Ça a une fin. À partir du moment où vous n'avez plus de paysans à transporter, parce que, évidemment, ces gens-là... Cette urbanisation... Oui, c'est ça. Ils ont fait 100, 200, 500 kilomètres. Il a fallu leur construire des tours, construire des routes, des ponts, etc. C'est en voie d'être fait. Pour la première fois, il y a 2 ans, la Chine a atteint perdu de la main-d'œuvre. Des actifs. Voilà. La population active a perdu quelques millions. Il y en a encore 915 millions, donc il y a du stock. Mais on n'est plus dans la croissance de la main-d'œuvre formidable que nous avons connue, et dans le mouvement d'exode rural le plus important de tous les temps. Et vous nous rappelez le précédent avec le Japon, qu'on voyait conquérir le monde à la fin des années 80 et qui a subi cette chute au début des années 90. Merci beaucoup François Langlais. Donc tordez le cou aux idées reçues, c'est chez Stock. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air. C'est parti pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Impôt et vous, êtes-vous prêts »